Bonjour, bienvenue dans les cours de français académique. Selamat datang di kelas Bahasa Prancis Akademik. Kelas ini merupakan kelas Bahasa Prancis di level minimal B1 dan diajarkan di semester 6 di Prodi Bahasa dan Sastra Prancis di UGM. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi berbagai tugas atau tantangan kebahasaan, khususnya bahasa Prancis di forum-forum akademik. Nah, berikut adalah CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Ada dua CPL, satu terkait aspek keterampilan umum yang merupakan keterampilan dasar bagi mahasiswa di jurusan Bahasa dan Sastra Prancis, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Dalam konteks ini, bahasa dan sastra Prancis tentunya dibedakan atas tiga konsentrasi umum, yaitu yang memilih ilmu linguistik, ilmu sastra, dan penerjemahan. Di samping itu ada juga CPL untuk aspek keterampilan khusus, yaitu mampu mendeskripsikan, berargumentasi, dan menarasikan tentang diri sendiri, orang lain, benda, kesan, tempat, serta peristiwa dalam bahasa Prancis baik secara lisan maupun tulis. Ini merupakan CPL umum untuk mata kuliah yang berbobot 4 SKS ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih rinci untuk mata kuliah Bahasa Prancis Akademik ada tiga, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan dan menarasikan sebuah ide, peristiwa, ataupun konsep secara lisan dalam forum ilmiah di universitas. Jadi mahasiswa kita persiapkan untuk mampu mempresentasikan paper ilmiah atau tulisan ilmiah atau gagasannya di dalam forum-forum akademik berupa konferensi, seminar, workshop, atau pelatihan-pelatihan yang bersifat internasional. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu mengungkapkan pendapat, mengartikulasikan ide secara lisan, berpartisipasi dalam debat ilmiah dengan menggunakan kosakata dan struktur bahasa Prancis yang runtut, logis, dan kritis. Dan aspek kritis tentunya merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam kajian bahasa Prancis di level B1 dan B2 ini, karena mahasiswa diharapkan bisa berdebat di forum-forum ilmiah internasional. Lalu yang ketiga ada mahasiswa mampu menganalisis teks sesuai dengan bidangnya, membuat resume dan kongrondu, dan membuat konfigurasi ide yang logis dan terstruktur, lalu menyampaikannya secara lisan sesuai dengan konteks forum-forum akademik. Jadi di sini ada dua tuntutan bagi mahasiswa: mampu menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, dan kemudian mempresentasikan tulisan tersebut di forum ilmiah, forum akademik. Lalu, adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah tujuannya untuk melatih keterampilan produksi bahasa Prancis yang komprehensif pada tingkat mahir lanjutan dari B1 ke B2, yaitu fokus utamanya mata kuliah ini adalah untuk konteks akademik di perguruan tinggi dengan segala tuntutan forum-forum akademik. Jadi mahasiswa akan dilatih untuk dapat berbahasa Prancis dalam konferensi, seminar, dan forum-forum ilmiah lainnya, baik secara lisan maupun tulis. Dan bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Prancis. Jadi mahasiswa total akan berbahasa Prancis dari awal sampai akhir perkuliahan. Dan metode yang digunakan adalah mengacu kepada CFR, Common European Framework for Languages, dengan perspektif aksional yang mengutamakan tindak kebahasaan yang berfokus pada SCL, Student Learning Center. Jadi mahasiswa merupakan eh, pusat pembelajaran, di mana semua aktivitas pembelajaran di kelas berpusat kepada mahasiswa. Jadi porsi mahasiswa berbicara itu akan lebih banyak di dalam hal ini, karena
kami mempersiapkan mahasiswa untuk benar-benar mampu secara mandiri, aktif di berbagai forum akademik yang menggunakan bahasa Prancis di level dunia. Dan sebagai assessment, proporsinya adalah seperti ini, kurang lebih metode penilaian dengan berfokus pada project based studies. Jadi mereka akan dituntut untuk benar-benar membuat satu produk akademik berupa tulisan ilmiah yang nantinya mereka presentasikan juga dengan mensimulasikan sebuah konferensi. Jadi bobot untuk project cukup besar di sini ada 40%. Lalu tugas 10%, kehadiran dan keaktifan di forum-forum yang kita simulasikan itu juga cukup besar, ada 20%, setara dengan nilai UAS yang berupa esai nanti di akhir 20%, dan UTS yang sifatnya formatif itu bobotnya 10%. Demikian kurang lebih proporsi assessment untuk mata kuliah bahasa Perancis akademik. Lalu berikut kita akan perhatikan di kelas ini kami menerapkan sebuah kontrak pedagogik atau kontrak pengajaran yang kemudian didialogkan dengan mahasiswa dan semuanya kita tuangkan dalam bahasa Prancis. Par exemple, début des cours à 13 heures tous les mercredis, tentang ketepatan waktu, toleransi, keterlambatan, dan bagaimana interaksi di kelas diharapkan supaya bisa aktif berdiskusi dalam bahasa Prancis dan menggunakan bahasa Prancis untuk walaupun sekedar bertanya atau mengobrol dengan teman di sebelahnya kiri kanan itu sudah menjadi satu tuntutan di dalam kontrak pedagogik ini. Dan kontrak ini bersifat terbuka bagi mahasiswa, bisa didiskusikan. Jadi jika mahasiswa ada tuntutan itu atau aturan di kelas yang mereka ingin terapkan itu kita bisa diskusikan untuk bisa diajukan di kelas. Dan kelas ini selain menggunakan SCL juga project base dan peraturan di kelas tadi yang sudah dituangkan di dalam kontra pedagogik juga akan dibarengi dengan sebuah tuntutan untuk meningkatkan kualitas bahasa Perancisnya di dalam setiap kali pertemuan. Jadi di samping paralel mereka mengerjakan proyek, mereka juga menyempurnakan bahasa Perancisnya. Dan di sini kami menggunakan manual alter ego level B2 yang merupakan buku manual yang langsung didatangkan dari Perancis supaya standarnya memang betul-betul standar dari Perancis. Dan beberapa artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang yang dipilih oleh mahasiswa. Di sini ada 3 bidang, linguistik, literatur, et la traduction. Dan masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan. Jadi mahasiswa akan bekerja berkelompok untuk mengembangkan juga kemampuan bekerja di dalam kelompok bagi mahasiswa di sini. Dan mereka diharapkan dapat menganalisis sebuah artikel ilmiah, revue scientifique, en français dalam bahasa Perancis dan mengidentifikasi apa saja problematik dalam artikel tersebut, metodologi, teorinya seperti apa, lalu objektif de la recherche, bagaimana persoalan yang diteliti di dalam riset tersebut, les données, apa saja data yang digunakan, dan resultat de la recherche, apa saja hasil riset yang ditemukan di artikel ilmiah tersebut. Nah, berbagai bacaan dan artikel ilmiah ini akan menjadi rujukan mereka untuk mempresentasikan ide mereka di kelas nanti. Nah, evaluasi ini tadi sudah kami sampaikan. Jadi untuk selain presentasi expose, nanti juga ada rapport de lecture, écrit. Jadi ini laporan tugas baca artikel ilmiah yang mereka sudah baca sebagai ujian akhir.
Nah, ini merupakan kalender expose atau kalender presentasi mahasiswa sesuai dengan simulasi konferensi yang sudah disepakati bersama. Allons discutons. Mari kita berdiskusi. Très bien. On va passer maintenant au deuxième exposé par Akil et Aris avec la modératrice Tasha. Je Merci. vous laisse le forum. Merci, madame. Bonjour, madame et les amis. Je m'appelle Tasha et permettez-moi de remplacer le rôle de Siti comme modératrice. Donc, Akil et Aris vont présenter un article littéraire intitulé Un sentiment de vacances et d'éternité de la Bruder contre l'histoire, écrit par Nicolas Santos. La revue a été publiée par le Johns Hopkins University Press en septembre 2012. Nous l'avons trouvé, cette revue, sur le site d'ISTOR. Ensuite, pour commencer l'article, l'auteur Xavier Santos adresse son opinion, son thèse, ses arguments. Article, première phrase. Les problèmes de la recherche. Donc, il y a des différentes manières selon l'auteur de la revue. Alors, il s'agira donc de voir en quoi de la Bouddha se construit contre le discours historien sur son chemin au discours de l'histoire comme mode de connaissance. Grâce à sa pratique d'archives, en fait, à gauche, il y a aussi le livre de la Bruder en indonésien. Donc, si vous êtes intéressé, je vous recommande de lire. On va passer sur la page suivante. Ici, dans le chapitre de les sentiments rares. Alors, c'est quoi en fait les sentiments rares? Raymond Aron a dit que la connaissance historique ne retrouve ni les impressions fugitives, ni les sentiments rares, ni la tonalité affective qui compose le climat où nous vivons. Ça, c'est différence avec le discours historien. Par exemple, on peut lire Et ensoleillé d'hiver où vous éprouvez un sentiment de vacances et d'éternité. Le sentiment est le soir que le cours du temps est suspendu et qu'il suffit de se laisser glisser par cette brèche pour échapper à l'étau qui va se refermer sur vous. Et puis la deuxième paragraphe, j'ai eu la certitude brusquement que le soir de sa fuite, Dora s'est éloignée du pensionnat en suivant cette roue de la gare de Royer. Il retardait le moment où elle franchirait le porche et traverserait la cour. Elle se promenait encore un peu, au hasard, dans le quartier. Le soir tombé. Modiano a utilisé son sentiment, comment dire, la condition réelle pendant le début, ou bien on peut dire la chronologie de sa. Alors, pour donner le sentiment, Modiano s'imagine s'il était Dora à cette époque-là. Donc, il imagine comme Dora Bruder au 14 décembre. On peut continuer la page suivante. Ici, ce sera expliqué par Aris. Bon, dans le chapitre Personne ne parle, il y a une citation, comme vous voyez. Ce que l'auteur veut montrer est la différence de l'écriture de Modiano qui s'oppose au discours historien. Modiano montre la présence de jeu. Il y a 8 ans, dans un vieux journal parissois qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 jours d'hier aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu ici la même chose. C'est la même chose, je crois. Peut-être l'usage de jeu narratorial se pose aussi comme moyen imprécis sur la fugue de Dora. Qu'est-ce qui nous décide à faire une fugue? Je me souviens de la mienne le 18 janvier 1960, une époque qui n'avait pas la noirceur de décembre 1941. Bon, Modiano utilise le jeu pour comprendre la vie de Dora dans les années différentes. La page suivante. D'accord. C'est le dernier chapitre de la revue. C'est de l'effacement au dessaisissement poétique modianesque. Ici, il y a une citation à la fin de l'ouvrage. C'est là son secret. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, le camp d'histoire, le temps, tout ce qui vous jouit et vous détruit n'auront pas pu. C'est un style d'écriture qui uniquement possède par Modiano. Il n'y a pas la fin de l'histoire
dans Dora Bruder, le mystère ne trouve pas de résolution. Voilà. Voilà, c'est la conclusion. La présence dans Dora Bruder, l'utilisation d'un jeu comme origine et comme moyen de discours en opposition aux présupposés du discours historien est un geste lourd d'implication, une stratégie de lutte épistémologique dont les enjeux sont la possibilité pour le narrateur véritable Orphée, en la circonstance, de libérer Dora des volontés destructrices qu'elle a subies et qui l'ont plongée dans l'oubli, en construisant un mode de connaissance susceptible d'accueillir son humble singularité dans un texte qui se déploie comme un véritable devoir de mémoire que le discours historien ne peut qu'entraver. La suite, merci. Oui, merci les deux. Alors, maintenant, nous allons faire une session de questions et réponses pendant 10 minutes. Je vais la partager dans quelques parties. Partie sera limitée à 3 questions et ils répondront. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Levez la main, s'il vous plaît. Ou peut-être Akil et Aris pourraient d'abord arrêter le partage d'écran. Voilà, Tassia, vous avez une personne qui a levé la main. Une question. OK, pour attendre, peut-être Ilan, posez la question, s'il vous plaît. D'accord. Merci Aris et Akil. Vous avez bien présenté. Je vais poser une petite question sur le titre de votre article. C'est un sentiment de vacances et d'éternité de la Bruder contre l'histoire. Et d'après vous, quel contexte de cette œuvre qui a une relation avec et pourquoi comment dire OK, merci. Et pour la deuxième question, Rival, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci pour votre présentation, Akil et Aris. Je pense que c'est une bonne présentation, mais j'ai une question. Vous avez dit que l'écrivain n'a pas écrit les réponses aux questions qu'il a posées. Ma question est pourquoi il fait ça et est-ce qu'il pourrait faire un double son de la part du lecteur plus tard? Je pense que c'est tout. Merci. Merci, Rival. C'est clair, Akil et Aris. Merci, Tasha. On va laisser un petit moment à Akil et Aris pour discuter leurs réponses. En attendant, j'invite les autres pour vous poser des questions. Les amis, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques pour Akil et Aris? OK, Arden, s'il vous plaît. L'épistémologie. Tradition historique. Pouvez-vous répéter déjà la question? En quoi l'approche de l'historique de Nicolas Santos est différente de la traduction historique conventionnelle? Ok, l'approche historique, d'accord, bien. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Akmal, pardon, je ne peux pas entendre. Votre micro est coupé, Akmal. Vous êtes toujours là, Akmal? Apparemment, Akmal a un problème de connexion. Ok, il a noté la question sur le colonne de chat. OK, est-ce qu'il y a encore une question ou Akil et Aris? Peut-être que je vais répondre à la question de Hélène. Quel est le contexte de l'auteur utilise le mot vacances dans le titre de la revue, de son revue, parce que en fait, le mot vacances est tiré directement l'ouvrage de Patrick Modiano, c'est-à-dire vacances en bahasa Indonesia, c'est liburan, n'est-ce pas? C'est en fait a une relation avec Dora Bruder. Dora Bruder, avant de s'avouer, Dora Bruder et Dora Bruder a habité dans le pensionnat. Pensionnat, c'est en bahasa Indonesia, c'est en indonésien, c'est asrama. Donc, l'utilisation de mots vacances, c'est pour signifier que, comment dire, c'est un peu compliqué de expliquer. Parce que en ce moment il y a aussi l'occupation de nazis. Donc, l'utilisation de mots vacances, c'est pour décrire Dora que elle est libre. C'est un peu compliqué pour expliquer. Voilà. Est-ce que ça vous Oui, comprend, Hélène? oui, la liberté de la Bruder, oui, Oui, n'est-ce pas? Ok, merci. de rien. Je veux répondre à la question de Riva. Pourquoi l'auteur n'a pas répondu à la question? Bon, d'abord, je pense que ça c'est le choix
d'écrivain, un choix de Modiano pour écrire dans cet style. Mais en fait, d'après l'interview de Modiano, ce que j'ai déjà lu, il ne veut pas répondre la question, le mystère dans ses ouvrages parce qu'il ne vit pas dans le passé, parce qu'il n'habite pas dans le passé. Donc, c'est impossible pour connaître la réalité dans le passé. C'est tout, Rival. Est-ce que Oui, c'est clair. Donc, c'est-à-dire l'écrivain, ça dépend de l'écrivain. Il peut, comment, il peut répondre aux questions ou pas. oui, mais dans ce contexte, Modiano ne veut pas répondre parce que d'après lui, c'est impossible pour connaître la réalité dans le passé. Ah, d'accord, d'accord. Merci, Haris et Akil. Alors, je vais répondre à la question de Dira. En quoi l'approche historique de Nicolas Santos est différente? Je crois que nous vous avons expliqué déjà que Nicolas Santos a utilisé le cadre conceptuel de Raymond Aron, qui dit que les connaissances historiques ne retrouvent ni les impressions fugitives, ni les sentiments rares, ni la tonalité affective, etc. Voilà, c'est un concept intitulé Introduction à la philosophie de l'histoire, essai sur les limites de l'objectivité historique. Donc, je crois que Nicolas Santos a utilisé, comment dire, leur approche de philosophie historique pour analyser l'ouvrage de Patrick Modiano. Est-ce que ça vous comprend? Ok, apparemment Dera vous a donné une pouce, Akil, qui veut dire tout est bon, tout est clair. Donc, on pourrait passer à la dernière question de Akmal. Donc, c'est un peu la question de choix. Madame, je pense que la question d'Arden. Ah oui, on a sauté la question de Ardan. Oui, sur l'épistémologie. Donc, Je crois que nous avons besoin de temps, madame, pour répondre à la question de Arden. oui, je comprends. Et- C'est pour ça que je vous propose d'abord de répondre à Akmal, comme c'est assez personnel. Donc, chacun peut expliquer cet choix. Je vais répondre à la question de Akmal. Pourquoi personnellement j'ai choisi cette revue ou bien Cet article. l'article, oui. Parce que dans mon objet matériel, le genre de mon objet matériel, c'est, on peut dire, le récit. Le récit, c'est, en indonésien, c'est le novel sejarah. Donc, je crois qu'il vaut mieux si je profite ce cours pour trouver beaucoup de références pour, Mm. voilà. Et pour Aris, ce sera la même réponse? Un peu de différence, madame. Moi, personnellement, j'ai choisi cet article parce que il montre que cet auteur, Patrick Modiano, personnellement, je suis obsédé par ses œuvres de Modiano, comment lui raconte le passé et comment il montre le thème comme l'oubli, comme la mémoire, et etc. Et je pense que ça, c'est un sujet qui m'intéresse. D'accord, ok. Donc, ce sera plutôt l'objet matériel pour le mémoire de Akil. Mais l'auteur intéresse également Aris, c'est ça? Vous avez fait une très bonne collaboration tous les deux. Bien, donc, on va quand même répondre à la question la plus difficile. L'épistémologie, vous comprenez le concept? L'épistémologie, c'est comme un cadre théorique, un cadre conceptuel. Donc, quand un écrivain écrit, bien évidemment, on ne peut pas le détacher de tous les concepts théoriques qu'il a en tête, n'est-ce pas? C'est inséparable. Bien évidemment, quand un écrivain écrit, ou chaque écriture très influencée par l'épistémologie qui a été adoptée par son auteur, son écrivain. Ce sont des aspects inséparables. Est-ce que vous avez d'autres opinions ou d'autres regards par rapport à ça? Je pense que en termes d'épistémologie, ça c'est comme comment on trouve la connaissance. Bon, dans cet article, d'après l'auteur Nicolas Santos, Modiano s'oppose au discours historien qui concerne dans l'événement, qui voit l'événement passé collectif. Mais Modiano veut
montrer, veut raconter l'événement individuel dans le contexte, la vie de Dora. Je pense que c'est ça. Voilà. Exactement. Il a une épistémologie différente de d'autres auteurs qui utilisent la même approche, par exemple, approche historiographique. Dans chaque approche historiographique, il y a, comme vous avez dit, des successions d'événements et des dates de temps sans vraiment avoir des touches, soit on peut dire des touches émotionnelles ou des touches, des contextes appropriés à une expérience personnelle. Comme un historien regarde un événement ou une période de temps de regard plutôt collectif, pas de regard individuel, parce qu'ils ont des tâches différentes d'un romancier. D'accord. Est-ce que Akil voulait rajouter? Je vois que ça suffit, madame. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame modératrice? Est-ce qu'il y a des questions, les autres? Levez la main, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vais clôturer cette session car il n'y a pas plus de temps aussi. Alors, merci aux deux présentateurs et merci de votre attention. Très bien, bravo. Les deux groupes présentent de manière très compréhensive et très analytique les articles qu'ils ont lus et qu'ils ont analysés. C'est très bien fait. Bravo. C'est excellent. Je voulais juste vous inviter à différencier le terme de mémoire. Donc, le mot mémoire a deux significations. Donc, le premier, c'est le mémoire comme si on se souvient d'un événement. J'ai une bonne mémoire, je me souviens de tous. Donc, le mémoire pour la capacité cognitive, c'est au genre féminin. On dit la mémoire pour dire la compétence cognitive à mémoriser quelque chose. Ça, c'est la mémoire au féminin, d'accord? Et la deuxième signification, c'est mémoire comme une écriture académique, comme un exercice vers la fin d'un cycle universitaire. Ça, c'est le terme qu'on utilise au masculin, le mémoire, d'accord? Donc, scriptie, c'est le mémoire au masculin, mais si vous dites la mémoire pour mémoriser quelque chose, capacité cognitive, mengingat, c'est au féminin, la mémoire. Mémoire comme écriture académique au masculin. C'est très important pour ceux qui vont commencer leur bataille académique en écrivant en mémoire. Donc, vous allez écrire tous en mémoire, pas une mémoire, en mémoire. Yeah. Très bien, on va clôturer dans cette session. Je n'ai pas de remarques pour les deux groupes. Vous avez très bien présenté tous les aspects. Il y a juste des petites lacunes en prononciation, mais ça se comprend. On peut très bien suivre vos explications tout au long de la présentation. C'est très bien fait. Bien, je voudrais vous rappeler pour la session de 3 mai, nous aurons deux groupes pour 3 mai. Il y a Eugenia et Jessica pour la linguistique et Nadia et Nanda pour la traduction. D'accord? Et comme d'habitude, chère présentatrice, pourriez-vous désigner les prochaines présentatrices dans chaque groupe? Pour 4e semestre, c'est Catherine qui va désigner la suite, qui va être présentateur ou présentatrice. Et Tasha, j'ai vu avec Akmal pour la prochaine de votre groupe, ce sera Siti, c'est ça? Oui, madame, c'est ça. Siti va faire la séance du 3 mai. Et pour le 4e semestre, ce sera qui, Catherine? Ça ne peut pas être Nadia parce que Nadia va présenter leur analyse avec Nanda. C'est Arfi, madame. Arfi, ok. Très bien. Est-ce que Arfi est là? Oui, madame, je suis là. Ok, c'est bien noté. Donc, la semaine du 3 mai, on aura donc Arfi et Siti comme modératrice. Et puis, comme présentateur, il y a Eugenia et Jessica
avec le thème linguistique et Nanda et Nadia pour la traduction. Je vous souhaite tous de bonnes vacances, de bons repos bien mérités et on se voit mercredi 3 mai. Tout le monde. D'accord? Donc, bon après-midi, bonne rupture de Ramadan pour ceux qui le font. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame. Merci beaucoup, Merci madame. beaucoup, Madam.